Nous sommes en 1968, dans un petit bungalow miteux en marge d'Hollywood. Il est bientôt 18h30 et Charles, comme chaque jour, s'apprête à partir au travail. Jusqu'à 2h30 du matin, il classe les lettres dans le centre de tri de la ville. Un travail éreintant pour un salaire misérable. Le reste du temps, il se noie dans une consommation d'alcool démentielle, errant de bars en bars chaque jour de l'année et dépensant les quelques dollars qui lui restent dans des courses de chevaux. Sa vie a beau être morne, elle n'est finalement pas si unique. La seule chose qui le fait peut-être sortir du lot, c'est que Charles écrit. Depuis son adolescence, il écrit encore et encore des poèmes et des histoires, parfois publiés dans quelques journaux que très peu de gens lisent. À bientôt 50 ans, le destin de Charles semble être scellé. Et pourtant, quelques années plus tard, tout va basculer. Charles Bukowski devient un phénomène international. Ses œuvres sont traduites dans plus de 20 langues et se vendent à des centaines de milliers d'exemplaires à travers le globe. Bukowski est invité dans différents pays, y compris sur les plateaux télé de France. Des films sont réalisés sur sa vie. Le groupe de musique U2 lui dédie une chanson en plein concert. Et encore aujourd'hui, plus de 20 ans après sa mort, ses poèmes sont repris sur YouTube et cumulent des millions de vues. Bref, Charles Bukowski est devenu une véritable légende, aussi respectée que controversée. Mais alors, qui était vraiment Charles Bukowski? Comment a-t-il réussi à se faire une place parmi les grands auteurs? Quelle controverse suscite-t-il? Et quel héritage laisse-t-il derrière lui? Dans cette vidéo, je vous propose qu'on plonge dans la vie et dans la philosophie d'un des poètes les plus étranges d'Amérique, Charles Bukowski. Ici, on va donc entre autres parler de santé mentale, un sujet qui n'est pas nouveau sur la chaîne mais dont il est toujours aussi important de parler. Et pour ça, je suis très contente d'être accompagnée de BetterHelp, le partenaire de cette vidéo. Personnellement, j'ai vu plusieurs psys dans ma vie, dont 2 avec lesquels ça ne s'est relativement pas bien passé. Et le problème, c'est que contrairement à ce que certains pensent, je n'habite pas Paris. J'habite une ville de 10 000 habitants et globalement, les thérapeutes, il y en a pas à l'infini. Et c'est là qu'intervient BetterHelp, qui est une plateforme de thérapie 100% en ligne. Le processus est assez simple. Vous remplissez un court questionnaire pour exprimer vos besoins et vos attentes, et BetterHelp vous met en contact avec un thérapeute adapté à votre profil. Mais si celui-ci ne vous convient pas, vous pouvez en changer, sans frais supplémentaires. Et pour moi, c'est ça la grosse force de la plateforme. Parce qu'avoir le bon thérapeute, ça change littéralement tout. Pour avoir eu des thérapeutes avec lesquels ça ne se passait pas bien, ça bloquait complètement la démarche, parce que j'étais pas prête à tout dire, alors qu'avec une personne qui nous correspond, on voit la progression de séance en séance. Tous les professionnels sur BetterHelp sont des thérapeutes français certifiés, inscrits à l'Agence régionale de la santé, et vous pouvez communiquer avec eux, soit par visio, soit par appel, soit par message, selon ce que vous préférez. À titre personnel, c'est totalement en ligne que j'ai trouvé quelqu'un avec qui ça se passe vraiment bien. Les séances se font à mon rythme, s'adaptent à mon emploi du temps aussi, et moralement, ça m'a changé la donne au quotidien. Si vous pensez que ça peut vous faire du bien, si vous avez besoin de parler à un professionnel, vous pouvez tester BetterHelp, et avec le lien betterhelp.com/lovie, vous avez 10% de réduction sur le premier mois. Plus que jamais, prenez soin de vous, et je le redis à chaque fois, mais ça ne devrait pas être un sujet tabou, et ce n'est pas être faible que de se faire accompagner mentalement. And my mother, always smiling, wanting us all to be happy, told me, "Be happy, Henry." And she was right. It's better to be happy if you can. But my father continued to beat her and me several times a week, while raging inside his 6'2" frame, because he couldn't understand what was attacking him from within. Ce que vous venez d'entendre, c'est A Smile to Remember, un poème de Charles Bukowski, et comme souvent chez lui, il est directement inspiré de sa propre vie. Et celle-ci a assez mal commencé. Charles naît en Allemagne sous le prénom Heinrich Karl et il n'a que 3 ans lorsqu'une crise économique ravage le pays. Ses parents et lui, contraints de fuir le territoire pour s'en sortir, embarquent direction les États-Unis, dont son père est originaire. Là-bas, dès son entrée à l'école, le décalage culturel se fait sentir. Ses camarades se moquent de lui à cause de ses vêtements trop différents des leurs et à cause de l'accent de sa mère. Et ce n'est certainement pas à la maison que Charles trouve du réconfort. Ses parents lui interdisent de fréquenter les autres enfants du quartier, se considérant comme meilleurs qu'eux. Mais surtout, son père le maltraite, mentalement et physiquement. The old man had a razor strap. He used to hang here and he'd just pick it off. Drop your pants and your shorts. I would stand about here and he would begin.
Sa mère est impuissante face à la situation. Elle aussi, frappée, est incapable d'aider Charles, ni même de lui montrer la moindre compassion. Ce manque d'aide et de soutien de la part de sa propre mère fait perdre au jeune Charles le respect et la confiance qu'un enfant accorde à sa maman. Désormais, il est seul, sans amis et sans parents à qui accorder sa confiance. Et si vous pensez que ça ne peut pas être pire, sachez que dans la vie, ça peut toujours être pire. Charles a 13 ans, il est au collège et il voit apparaître sur son visage de l'acné. Mais pas comme tous les ados peuvent avoir à cette période. Lui développe une forme particulière appelée acné vulgaire ou vulgaris acne. Les traces sont tellement énormes sur son visage que plus tard, il manquera carrément plusieurs mois de cours pour se faire soigner, tellement les traitements sont lourds. Mais dans toute cette noirceur, une lueur vient consoler Charles. Et cette lueur, c'est l'écriture. Charles, dans le refuge qui est sa chambre, invente des histoires qu'il écrit sur ses cahiers. Et cette passion, on va le voir un peu plus tard, c'est plus qu'une passion, ne le quittera jamais. Sauf qu'en attendant, à ce moment, Charles vient de finir ses années lycée. Et il doit choisir ce qu'il va faire de sa vie. Et ça va être pour le moins périlleux. Bukowski va d'abord tenter de trouver un travail et va être recruté dans un grand magasin, Shaw & Bucks. Sauf qu'il va se battre. Charles se bat avec un client qui était en fait un ancien élève de son lycée et par voie de conséquence, il se fait virer de son travail. Il décide alors de s'inscrire dans une école de journalisme avec la vague idée de travailler dans un journal. Mais il est mauvais. Il a de mauvais résultats et reçoit plusieurs avertissements de la part de l'établissement lui disant que potentiellement il serait viré s'il n'obtient pas de meilleures notes. Et là, son père, chez qui il vit toujours, commence à perdre patience. Et surtout, il découvre que Charles continue d'écrire ces petits textes-là sur la machine à écrire qu'il lui a acheté pour améliorer ses notes. C'en est trop pour lui. Il prend les cahiers, la machine à écrire et les vêtements de son fils et il les jette sur la pelouse. Le message est clair. Charles doit partir. Il vole alors quelques dollars à sa mère, prend un bus et loue une chambre. Cette fois-ci, il est véritablement seul. Pour survivre et payer son loyer, Charles postule dans des jobs manuels et quitte définitivement l'école. Mais ce n'est pas pour rien. Il a un objectif à présent. Il veut économiser le plus possible pour pouvoir quitter ses emplois précaires et écrire toute la journée. Et c'est ce qu'il fait. Il travaille, économise, arrête tout pour écrire, arrive à court d'argent et recommence. C'est à cette période pour la première fois qu'un poème de Charles est publié dans un magazine contre 25 $. C'est le début de la carrière officielle de Bukowski. Ironiquement, ce texte se nomme Aftermath of a Lengthy Rejection Slip, ou les conséquences d'un long refus. Et ce titre était plus que prémonitoire. À ce moment, naît une légende. Celle-ci voudrait que Bukowski arrête d'écrire pendant 10 ans pour ne se consacrer qu'à boire de l'alcool et à essayer de payer son loyer. C'est une histoire que vous entendrez beaucoup si vous lisez des choses sur la vie de cet auteur, sauf que c'est faux. Durant la prochaine décennie, Charles va en effet boire énormément d'alcool, mais continue aussi d'écrire, et même de soumettre ses poèmes à des magazines qui parfois les publient. Cependant, cette légende ne vient pas non plus de nulle part. Sa vie, durant 15 ans, ne va être qu'une suite décousue de jours entre alcool, cigarettes, écriture et jobs alimentaires. Jusqu'à ce qu'en 1955, son corps lâche. Il est à son travail, dans un centre de tri de courrier, lorsqu'il commence à se sentir mal, jusqu'à, au petit matin, vomir du sang. Sans assurance ni économie, il est transféré en urgence dans un centre hospitalier de charité qui lui détecte un ulcère hémorragique, autrement dit une urgence médicale grave qui nécessite une transfusion sanguine sans laquelle Charles va mourir. La situation est critique et ironiquement, c'est son père qui va lui sauver la vie. Son père donne son sang et le sauve de la mort. Ce genre d'événement a pour certains le mérite d'être un électrochoc, un coup de pouce un peu morbide du destin qui aide à se débarrasser des pires habitudes ou à tout faire pour réaliser des rêves inaccomplis. Mais pour Bukowski, ça va être moyennement le cas. Sauf que la vie, ou le destin, appelez ça comme vous voulez, va mettre sur sa route une personne qui va tout changer. Malgré l'interdiction stricte des médecins de retoucher à l'alcool après la transfusion, Charles ne va pas tarder à replonger dans la consommation excessive. C'est aussi à ce moment qu'il découvre les paris équestres et il essaie plusieurs fois de vivre uniquement de ses gains.
Il sort avec une femme, Jane, mais il la trompe quand elle n'est pas là, alors elle le quitte. Une nouvelle fois, Charles est dans une boucle infernale. Cependant, il est quand même plus que jamais déterminé à écrire et si possible à écrire à plein temps. Durant les années à venir, plusieurs petits éclats lui donnent de l'espoir. En 1960, un éditeur accepte de publier un de ses recueils. En 1963, 777 copies d'un de ses livres sont publiées, ce qui représente un véritable accomplissement pour Bukowski. Il continue d'être publié dans des magazines et en 1969, il obtient un article hebdomadaire dans un journal avec une chronique qu'il nomme Journal d'un vieux dégueulasse. Cependant, tout ça n'est pas suffisant pour vivre et Charles reste bloqué dans son job au centre de tri postal, jusqu'à ce qu'il fasse la rencontre de John Martin. John Martin, c'est un Américain de 10 ans de moins que lui qui rêve de fonder une maison d'édition. Devant le travail de Bukowski, Martin est subjugué. Il est persuadé d'avoir devant lui une œuvre qui peut devenir reconnue. John Martin décide de fonder sa propre maison d'édition, Black Sparrow Press. Mais du côté de Charles, les nouvelles ne sont pas bonnes. Après plusieurs mois à ne se montrer que sporadiquement à son travail, les avertissements se multiplient. Mais c'est alors que lui vient une idée. Sans dire à John qu'il est au bord du licenciement, il lui propose en échange d'un peu d'argent mensuel d'écrire plus de livres qu'il ne pourra jamais en publier. John Martin accepte la proposition. Le pacte est le suivant. John lui versera 100 $ par mois à vie et en échange, Charles pourra écrire à temps plein et fournir du matériel pour Black Sparrow Press. Charles Bukowski est enfin libre. Il quitte définitivement son travail avant même de se faire licencier et devient à 49 ans un auteur à temps plein. Et à partir de là, tout va s'accélérer, même si c'est encore loin d'être gagné. En un mois, Charles Bukowski écrit et rend son tout premier roman, Post Office. Celui-ci raconte de manière brutalement honnête son expérience dans le centre de courrier. Mais il va falloir un peu plus d'1 an avant qu'il ne soit publié. Pendant ce temps, les 100 $ de John, qui équivalent à un peu moins de 100 $ aujourd'hui, sont insuffisants pour vivre. Alors Charles vend des nouvelles à des magazines érotiques. Les premiers mois à temps plein sont d'une difficulté sans pareil. Je pensais que la vie d'écrivain serait vraiment ce qu'il me fallait. C'est tout simplement l'enfer. Je ne suis qu'un esclave. La promesse de ne serait-ce que s'en sortir semble encore lointaine pour un homme qui a dépassé la cinquantaine. Mais en 1971, John Martin publie Post Office aux États-Unis. Et là, c'est le début du vrai succès de Charles Bukowski. It began as a mistake. It was Christmas season, and I learned from the drunk up the hill who did the trick every Christmas that they would hire damn near anybody. So I went, and the next thing I knew, I had this leather sack on my back and was hiking around at my leisure. What a job, I thought. Le livre commence à se vendre aux États-Unis. La personnalité et la vie de Bukowski intriguent et fascinent autant que son œuvre. De plus en plus de lecteurs s'y intéressent et Charles se retrouve à faire des lectures dans des universités ou des clubs, tous blindés pour venir l'écouter. Et son succès ne se cantonne pas à l'Amérique. Ses textes sont traduits en plusieurs langues et rencontrent beaucoup de succès, notamment en Allemagne et en France. Il est même amené à faire des lectures là-bas, devant un public beaucoup plus respectueux et compréhensif de son œuvre que celui des États-Unis. La sortie de Post Office est suivie en 1975 de Factotum, puis de Woman en 1978, qui sont tous deux parmi les œuvres les plus connues de Bukowski. Et il n'est pas si compliqué de comprendre le succès de cet auteur. Il a complètement cassé les codes. D'une part, de par ses interventions publiques. Une de ses interviews les plus connues se passe en France, sur l'émission Apostrophe, à l'époque diffusée sur Antenne 2, émission durant laquelle, comme à son habitude, Bukowski apparaît alcoolisé, complètement ivre sur le plateau. Il finit par tout simplement en partir, poussé par l'animateur, et bien évidemment, cette intervention fait les gros titres de la presse le lendemain. C'était extrêmement rare à l'époque d'avoir une intervention télévisée aussi chaotique, et ce vent de fraîcheur, quelque part, séduit le public français, qui, dès les jours suivants, achète en masse ses romans. Mais au-delà du personnage, ces textes ont quelque chose de très différent de ce qui peut se lire à l'époque. Ils sont bruts. Charles Bukowski parle de la vraie vie, sans chercher à l'embellir, sans même chercher à lui trouver le moindre sens. Il fait écho au quotidien morose de centaines de milliers de personnes qui voient enfin leur vie décrite sans détour. Ceux qui ont écrit de la littérature n'ont pas écrit sur la vie.
et ceux qui ont vécu la vie ont été exclus de la littérature. Mais bien évidemment, tout n'est pas rose. Ce succès n'est pas sans critique, et beaucoup de gens, aujourd'hui comme à l'époque, sont sceptiques, voire carrément hostiles, non seulement à l'artiste, mais aussi à ses œuvres. D'abord, vous vous en doutez sûrement, son œuvre n'était au départ pas très appréciée des académiciens, et même d'une grosse partie du public. Et Charles Bukowski a mis du temps à être considéré comme un vrai écrivain. Son style est jugé trop facile, manquant cruellement de profondeur et de subtilité. Ces thèmes sont parfois jugés trop répétitifs. Cependant, deux choses sont à prendre en compte concernant cette critique. D'abord, c'est cette authenticité et cette brutalité qui a fait son succès. Ensuite, le temps a une importance cruciale dans l'appréciation des œuvres de Bukowski. Plus le temps passe, plus les cercles universitaires, par exemple, lui donnent du crédit. Là où, de son vivant, il était majoritairement désapprouvé, en tout cas publiquement. Et le débat reste intéressant. On peut se poser la question de est-ce que ce qu'il écrit c'est de l'art? Mais ce serait un peu long pour cette vidéo, on garde ça peut-être pour plus tard. En tant qu'artiste, à l'époque comme aujourd'hui, Charles Bukowski fait aussi face à des accusations de misogynie, de par son comportement dans la vie réelle avec ses diverses compagnes, et de par ses descriptions de personnages féminins dans ses romans, notamment dans Women. Et on ne peut pas le nier, c'est une critique valable qui s'est durcie avec le temps et le changement des mœurs. Cependant, il est, je pense, très important de prendre l'œuvre dans son ensemble. Bukowski ne semble pas détester spécifiquement les femmes, mais les êtres humains en général. Dans son œuvre, son alter ego, Chinaski, est souvent pathétique, et il se place lui-même comme le méchant de l'histoire. Les autres hommes de ses écrits sont souvent violents, cupides ou lâches. Bref, Bukowski est avant tout un misanthrope, qui déteste un peu tout le monde à part égale. The further away I am from the human race, better I feel. Once a person enters the door, the first thing I think of is getting rid of them. I just don't like people. I only like myself. Enfin, comme absolument tous les auteurs et même les artistes qui rencontrent du succès, on peut se poser la question de l'authenticité une fois ses œuvres reconnues. Est-ce que le positionnement anti-système est tenable quand on fait partie du système? Eh bien, pour le coup, avec Charles Bukowski, la question n'est pas très complexe. Il est resté fidèle toute sa vie à son éditeur phare, John Martin, n'a côtoyé le système avec des guillemets que pour le critiquer, comme dans Hollywood. Il n'a de toute façon jamais vraiment été accepté dans celui-ci. Et concernant l'argent, il déclare « Je n'ai rien contre l'argent. Donnez-moi tout l'argent que vous voulez. J'ai été tellement fauché, j'ai souffert de la faim pendant si longtemps que j'ai pris conscience de la valeur de l'argent. J'espère ne plus jamais manquer un repas. » Le succès n'a changé ni le style ni la personne de Bukowski, qui reste un personnage complexe et par essence clivant. L'idée de cette vidéo n'est pas de glorifier bêtement un personnage. Je pense que comme toutes les personnalités publiques, il ne faut pas l'admirer aveuglément, mais je pense aussi que son histoire et ses œuvres méritent encore de l'attention aujourd'hui. Mais très personnellement, je retiens aussi autre chose de Charles Bukowski. Dans la toile de fond des nombreuses œuvres de Bukowski, on retrouve très souvent l'absurdité. Rien ne fait sens. Rien n'a de sens. Ce n'est pas une idée nouvelle dans la littérature, l'auteur le plus célèbre l'ayant évoqué et matérialisé étant sûrement Albert Camus. Mais à l'inverse de Camus, la réponse de Bukowski à l'absurde est pragmatique et personnelle. Boire, écrire, avoir des relations sexuelles, se battre, rire, faire quelque chose, n'importe quoi pour tromper l'ennui et la peur et ainsi survivre un jour de plus. La réponse de Bukowski au manque de sens se trouve étrangement dans l'absolu. Aimer quelque chose et s'y engouffrer, tout donner à son art, quitte à s'affamer. Sa réponse à l'absurde n'est pas de chercher un sens universel, mais juste de trouver quelque chose qui vale la peine de se lever le matin. Pour lui, c'était écrire. Contrairement à ce qu'on pourrait imaginer avec un personnage à la vie si décousue et guidé par la déchéance, Bukowski était un bourreau de travail qui a produit énormément d'œuvres, publiées ou non, et qui, de son adolescence à l'article de la mort, n'a jamais cessé d'écrire. Ce travail-là n'était pas une corvée, mais un élan intérieur, et presque un moyen de survivre et de trouver une réponse personnelle à une vie absurde. Bukowski ne s'est jamais excusé, n'a jamais cherché à embellir ce qui, selon lui, ne méritait pas de l'être. Il a fait, tout simplement, jusqu'au bout. If you're going to try, go all the way. Otherwise, don't even start. If you're going to try, go all the way. This could mean losing girlfriends,
wives, relatives, jobs, and maybe your mind. Go all the way. It could mean not eating for 3 or 4 days. It could mean freezing on a park bench. It could mean jail. It could mean derision, mockery, isolation. Isolation is the gift. All the others are a test of your endurance, of how much you really want to do it. And you'll do it, despite rejection and the worst odds. And it will be better than anything else you can imagine. If you're going to try, go all the way.